Bien, bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi de vous rappeler que le cours aujourd'hui sera suivi par un séminaire, comme d'habitude. Le séminaire sera donné par la professeure Naama Friedman de l'Université de Tel Aviv. Naama a été invitée conjointement par la chaire de linguistique générale et par la chaire de psychologie cognitive expérimentale, donc le professeur Stanislas Dehaene et moi-même. Et elle donnera un cycle de 4 lectures, de 4 leçons ou séminaires. La première à 11h30 et ensuite 3 autres conférences le mardi 27, le mardi 3 juin et le mardi 10 juin sur différents thèmes de sa recherche. Mais je vais présenter sa série plus tard. Il y aura une interruption un peu plus longue aujourd'hui entre mon cours et le séminaire parce que j'aurai comme ça l'opportunité d'échanger un peu avec la classe de première qui est venue nous rendre visite. Je vous remercie pour cette visite. Donc j'essaierai de terminer vers 11h15, ce qui permettra une transition pour le séminaire et aussi un petit échange avec les étudiants. Voilà, donc revenons sur les thèmes que nous avons discutés la semaine passée. Nous avons essayé de identifier certaines racines de certaines idées qui ont eu une influence très profonde sur la linguistique du XXe siècle, en particulier sur la grammaire générative. Donc nous sommes partis d'Aristote et de son observation cruciale et fondamentale que le langage est un système bifacial, un système qui associe systématiquement des sons et des sens. Une idée très simple mais fondamentale qui a été à la base du développement de la linguistique saussurienne, la linguistique structurale, dans la première moitié du XXe siècle. Mais nous avons essayé de connecter immédiatement cette idée avec une autre idée qui a eu une influence extrêmement importante aussi, c'est-à-dire l'idée que le langage est un système illimité, est un système qui nous permet d'exprimer une infinité d'idées, de pensées complexes. Nous avons ramené ça à Galilée, nous avons discuté un tout petit peu un passage très beau du dialogue galiléen. Et Galilée met en relation cette idée du caractère illimité du langage avec la combinatoire. C'est-à-dire, une propriété du langage, c'est le fait de combiner de petits éléments. Et grâce à cette combinatoire, on peut déterminer une infinité potentielle de messages. Les grammairiens de Port-Royal parlent explicitement de combinatoire infini, n'est-ce pas, en reprenant presque à la lettre ce que Galilée avait observé. Il parle de cette invention merveilleuse de composer de 25 ou 30 sons une infinie variété d'expressions capable de faire entendre aux autres tout ce que nous concevons. Évidemment, il y a aussi un contact ici avec la réflexion de Descartes, que nous avons discuté en quelques détails la semaine passée, avec les observations très modernes, très importantes dans le discours de la méthode, où Descartes parle du fait que cette capacité illimitée de produire des phrases nous distingue des autres animaux. Les animaux ont des systèmes de communication, mais qui ne sont pas du tout caractérisés par une telle créativité, pour utiliser un terme qu'on utilise parfois en relation avec cette capacité. Et aussi, c'est un test, c'est une manière de distinguer l'homme et la machine. Nous avons brièvement discuté ces aspects
qui ont été repris ensuite par Alan Turing, par exemple, dans son fameux test pour distinguer l'homme et la machine. Et c'est des questions extrêmement modernes, évidemment, sur lesquelles on reviendra. Mais comment est-il possible que le système linguistique fasse un usage infini de moyens finis, pour reprendre une belle phrase de Wilhelm von Humboldt, n'est-ce pas? Le langage, il dit, fait un usage infini de moyens finis. Mais comment ça marche exactement? Quelle est la manière précise d'exprimer cette propriété? Il faut aussi compléter le système en tenant compte des observations de Frege, dont nous avons brièvement parlé, c'est-à-dire la combinatoire syntaxique en tant que telle ne suffit pas encore pour caractériser une infinité de pensées, n'est-ce pas? Il faut encore raccorder de manière systématique la forme et le sens. Là, il y a la base des idées sur la compositionnalité des systèmes interprétatifs qui ont été effectivement introduites, idée qui a été introduite par Frege. Donc, contribution de Chomsky vers la moitié du XXe siècle, dans les années 50, c'est l'idée que les locuteurs maîtrisent un mécanisme de calcul mental pour le langage et que ce mécanisme doit comporter au moins deux entités. Donc il y a deux choses que nous savons quand nous connaissons une langue. D'un côté, nous avons mémorisé des inventaires, donc des listes de mots, fondamentalement, un lexique, en distinguant entre lexique fonctionnel et lexique ayant un contenu descriptif. On en a un peu parlé aussi la dernière fois. Donc il faut mémoriser un lexique fini, et ensuite, il faut maîtriser des règles combinatoires récursives. L'idée fondamentale, l'idée formelle fondamentale, c'est l'idée de la récursivité. C'est-à-dire l'idée qu'un système récursif est un système où une règle récursive est une règle qui peut se réappliquer indéfiniment sur son propre résultat. De cette manière, pas à pas, on arrive à maîtriser un ensemble infini d'objets. Et on peut ainsi résoudre, en tout cas faire un premier pas vers la solution du problème qui avait été formulé par Humboldt. Il faut aussi que les structures créées par ce système, les structures syntaxiques créées par un tel système combinatoire, soient interprétées compositionnellement pour arriver à déterminer l'infinité potentielle de pensées dont Galilée, Port-Royal, etc. Ont parlé. Alors, il y a aussi autre chose dont il faut tenir compte, c'est un peu le titre de la leçon d'aujourd'hui. Revenons un instant à Aristote, donc à des interprétations. Dans le premier paragraphe que je n'ai pas reporté ici, Aristote parle des catégories. Dans le deuxième, il parle de cette association systématique entre son et sens. Et dans le troisième, il dit quelque chose de plus. Donc, je vous lis la traduction française. Et de même que l'écriture n'est pas la même chez tous les hommes, les mots parlés ne sont pas non plus les mêmes, bien que les états de l'âme, sa manière de caractériser les sens, n'est-ce pas, bien que les états de l'âme, donc les sens, dont ces expressions sont les signes immédiats, soient identiques chez tous, comme sont identiques aussi les choses dont ces états sont les images. Donc il y a des choses qui sont identiques pour tous dans le langage, et il y a des choses qui varient. Donc voilà les différentes distinctions introduites par Aristote. Système bifacial associant son et sens, il y a une dimension interne et une dimension externe. Il y a aussi une dimension invariante et une dimension variable. Pour Aristote, la dimension invariante correspond au sens et la dimension variable au son. Mais on peut généraliser un peu ici, n'est-ce pas? Dès que nous mettons l'accent comme nous l'avons fait sur le caractère illimité du langage, on peut aborder la question de l'invariance de la variation
en relation avec le système combinatoire. C'est-à-dire les règles combinatoires auront aussi une partie invariante, une partie qui est la même à travers toutes les langues, et une partie qui varie d'une langue à l'autre. Cette question de l'invariance, de la variation a été abordée évidemment plusieurs fois dans le développement de la pensée linguistique, par exemple par Ferdinand de Saussure, le père de la linguistique générale, n'est-ce pas, dans son cours de linguistique générale, écrit en effet par ses élèves sur la base des notes qu'ils avaient pris au cours de Saussure à l'Université de Genève, nous lisons la chose suivante. La tâche de la linguistique sera de faire la description et l'histoire de toutes les langues qu'elle pourra atteindre. Donc il y a une dimension descriptive précise, il faut décrire les langues. Et B, de chercher les forces qui sont en jeu d'une manière permanente et universelle dans toutes les langues et de dégager les lois générales auxquelles on peut ramener tous les phénomènes particuliers de l'histoire. Donc il y a cette nécessité d'identifier les propriétés générales du langage, les propriétés universelles, les lois générales qui caractérisent la description synchronique et aussi l'histoire de toutes les langues. Donc il y a systématiquement ce double aspect mentionné par Aristote, mentionné plusieurs fois dans l'histoire de la pensée linguistique, mentionné entre autres d'une manière très moderne, avec une terminologie extraordinairement moderne, par la linguistique cartésienne, en particulier du Marsay, César Chenot du Marsay, grammairien, philosophe, encyclopédiste. Environ 2 siècles avant Saussure avait parlé exactement de ces deux aspects dont Saussure parle. Donc nous lisons chez du Marsay, il y a dans la grammaire des observations qui conviennent à toutes les langues. Ces observations forment ce qu'on appelle la grammaire générale. Telles sont les remarques que l'on a faites sur les sons articulés, sur les lettres qui sont les signes de ces sons, sur la nature des mots, sur les différentes manières dont ils doivent être ou arrangés ou terminés pour faire un sens. Donc, il y a des observations générales sur les sons, sur les mots, sur le système d'écriture, on pourrait dire, sur le système computationnel, sur la manière d'arranger les mots pour former des entités plus larges qui puissent avoir un sens. Outre ces observations générales, il y en a qui sont propres qu'à une langue particulière, et c'est ce qui forme les grammaires particulières de chaque langue. Donc il y a cette distinction entre grammaire générale et grammaire particulière. Cette distinction qui est reprise de manière pratiquement littérale, avec un petit changement terminologique, par Chomsky. Dans Aspects of the Theory of Syntax, une présentation très systématique de la grammaire générative, environ 10 ans après la thèse dont nous avons parlé la semaine passée, Chomsky caractérise cette distinction entre une grammaire générale, qu'il appelle grammaire universelle, et les grammaires particulières. Donc Chomsky dit, within traditional linguistic theory, it was clearly understood that one of the qualities that all languages have in common is their creative aspect. Donc il y a cet aspect créatif que toutes les langues ont en commun, qui est la propriété d'être illimité, fondamentalement, de pouvoir exprimer une infinité de pensées. Thus, an essential property of language is that it provides the means for expressing indefinitely many thoughts. Donc, un peu l'expression de Galilée. On peut produire une infinité de pensées distinctes, and for reacting appropriately in an indefinite range of situations. Non seulement nous pouvons exprimer une infinité de pensées, mais nous pouvons réagir, interagir avec d'autres locuteurs de manière qui est toujours appropriée à la situation. The grammar of a particular language, then, is to be supplemented by a universal grammar that accommodates the creative aspect of language use
and expresses the deep-seated regularities which, being universal, are omitted from the grammar itself. Donc, la grammaire d'une langue particulière, supposons la grammaire de l'anglais ou du français ou de l'italien, doit être complétée par une grammaire universelle qui traite de l'aspect créatif du langage et exprime les régularités profondes qui, étant universelles, sont omises par les grammaires particulières, des langues particulières. It's only when supplemented by a universal grammar that the grammar of a language provides a full account of the speaker-hearer's competence. Donc c'est cet ensemble, grammaire particulière, grammaire universelle, qui caractérise la compétence grammaticale, le savoir grammatical global que chaque locuteur a. Vous voyez que c'est fondamentalement la même dimension, la même distinction exprimée par Dumarsais il y a 2 siècles, plus que 2 siècles avant. Donc on pourrait se dire, mais si tous les éléments du puzzle étaient déjà là, en quoi consiste l'innovation révolutionnaire introduite par Chomsky? Ici, je voudrais mentionner cet aspect en vous lisant un passage de ce texte de Nicolas Ruvet, grand linguiste, grand intellectuel français, qui a été aussi mon premier professeur de linguistique ici à Paris, à l'université de Paris-Vincennes. Donc, dans son livre, dans son introduction à la grammaire générative, publié en 1967, Ruvet caractérise de cette manière l'innovation chomskienne. Donc, il dit il faut ajouter que les outils techniques qui permettent de comprendre la créativité gouvernée par les règles, qui expliquent comment certains organismes finis, tels que le cerveau humain ou certains types d'automates, pouvant avoir une activité infinie, ces outils techniques n'étaient pas encore disponibles à l'époque de Saussure. Donc c'est quelque chose qui est venu après. Ils n'ont été forgés que récemment évidemment, le livre a été écrit en 1967, au cours de certaines recherches en logique ou dans l'étude de fondements des mathématiques. Donc l'opération de Chomsky a été de reprendre certaines idées développées dans les études logiques et sur les fondements logiques des mathématiques et les utiliser pour l'analyse grammaticale, pour l'étude du langage. Voilà, je voudrais ajouter sur le plan personnel que ce livre est le premier livre de grammaire générative que j'ai lu et il m'a convaincu qu'il fallait vraiment suivre cette piste intellectuelle et j'ai consacré toute ma carrière intellectuelle. C'est un livre toujours extrêmement intéressant, je dois dire, parce que même si évidemment du point de vue technique les choses ont changé énormément, c'est un texte qui raccorde les idées de base de la grammaire générative aux idées du structuralisme européen, donc de la tradition saussurienne. Donc c'est extrêmement intéressant et utile si on s'intéresse à ces traditions intellectuelles et comment elles se développent et comment à un moment donné la grammaire générative a introduit des innovations, mais à partir quand même d'une certaine structure bien enracinée dans une tradition intellectuelle très ancienne. Voilà, donc quel est le rôle de la récursivité? Ce que Chomsky a fait, c'était d'emprunter la notion technique de récursivité à la théorie des fonctions récursives, développée par une série très, très importante, impressionnante de logiciens, de mathématiciens comme Skolem, Gödel, Alan Turing, Alonzo Church, Emil Post, qui a influencé très directement Chomsky. Et donc, ces concepts ont été repris pour traiter le problème de Humboldt. Comment une entité finie peut maîtriser un ensemble infini d'objets. Et même si la théorie générale des fonctions récursives est évidemment extrêmement technique et complexe, l'idée de base est extrêmement simple. C'est simplement le fait
que certaines règles formelles peuvent se réappliquer indéfiniment sur leurs propres résultats. Donc Chomsky dit, dans un travail des années 50, « It's evident that a finite number of rules may enable us to generate an infinite number of derivations because of the recursive character of such rules. » Et Chomsky donne cet exemple de règle récursive. Donc considérez une règle qui dit, comme 1, qu'une phrase, sentence en anglais, se réécrit, donc se réalise comme syntagme nominal, syntagme verbal, essentiellement la structure sujet-prédicat. Ensuite, le syntagme verbal, règle 2, se réécrit comme verbe, un élément qui introduit une phrase subordonnée, et puis la phrase subordonnée, donc sentence, on retrouve ce symbole de phrase. On voit bien que ce petit ensemble de deux règles peut engendrer une infinité de structures, parce que par la première règle, vous engendrez la structure de la phrase, donc syntagme nominal, syntagme verbal. Ensuite, vous réécrivez le syntagme verbal comme verbe, phrase subordonnée. La phrase subordonnée, à son tour, on réapplique la règle 1, syntagme nominal, syntagme verbal, et qui réintroduit donc dans le syntagme verbal le verbe et la structure subordonnée. Et on peut continuer, ainsi de suite. Donc, de cette manière, on peut engendrer, évidemment, un loop, comme une sorte d'anneau, des structures indéfiniment longues. Jean dit que Marie croit, que Pierre pense que blablabla. On peut continuer de manière indéfinie de cette façon. Ok, donc déjà la dernière fois, nous avons fait un saut de plusieurs décennies pour considérer la version récente de ces idées, les environ 70 ans de grammaire générative ont été dévoués à l'analyse détaillée des langues, évidemment, à l'étude des formalismes. Mais une question évidemment importante a toujours été la question comment on exprime le processus récursif. Quelle est la règle récursive fondamentale? Alors, dans le programme minimaliste, introduit vers la moitié des années 90, il y a une tentative de faire une sorte d'opération d'économie conceptuelle radicale par rapport à une certaine prolifération de formalisme qui avait eu lieu dans les périodes précédentes. Formalisme qui était extrêmement intéressant et riche, mais en partie arbitraire, élaboré dans les périodes immédiatement précédentes. Donc la question minimaliste qu'on a essayé de se poser est la suivante. Quelle est la règle combinatoire la plus simple qu'on puisse concevoir? Est-ce qu'une règle d'une telle simplicité absolue est adéquate pour traiter les langues naturelles? On est arrivé de cette manière à la conception d'une règle extrêmement simple qui dit simplement prends deux éléments A et B, assemble-les, transformer un troisième élément AB, et tu peux réappliquer la règle sur son résultat. Donc, de manière formelle, ça c'est la règle appelée en anglais merge, on l'a appelée assemblage ou fusion en français, et j'utiliserai souvent le terme anglais ou le terme assemblage éventuellement, qui dit donc cela. L'opération d'assemblage de deux éléments A et B crée la structure AB, fondamentalement, et c'est tout. Et puis ensuite, on peut reprendre cette entité, la soumettre à la même opération et continuer ainsi et créer une structure d'une complexité illimitée. Est-ce qu'une règle aussi simple peut adéquatement exprimer la combinatoire des langues naturelles? À première vue, il y a des problèmes. Une règle aussi simple et générale hypergénère, elle génère trop de structures, évidemment. Pensez simplement au fait que si vous partez d'un déterminant, il pourra se combiner avec un livre pour obtenir la structure possible, le livre. Mais si on laisse la règle s'appliquer librement, on pourra aussi déterminer des structures impossibles, comme le lentement, le avec, le partait, pourrait se combiner avec une préposition, un adverbe, un verbe fléchi, par exemple. Donc il faut contraindre d'une certaine manière la règle. Mais il faut tenir compte de ce point de vue que merge,
où l'assemblage ne s'applique pas dans le vide. La règle s'applique sur des éléments du lexique, fonctionnels, substantiels, et les éléments du lexique ont certaines exigences combinatoires, certaines exigences de sélection. Ils peuvent se combiner avec certains éléments, mais pas avec d'autres éléments. Donc, par exemple, un déterminant normalement se combine avec un nom, ne peut pas se combiner avec un adverbe ou avec une préposition. Donc, en respectant ces propriétés sélectionnelles, les applications de merge peuvent déterminer le type de structure qu'on veut dériver. Il y a normalement dans chaque application de merge un élément qui sélectionne, un élément qui est sélectionné. Par exemple, l'article sélectionne le nom, verbe, un verbe transitif sélectionne un objet direct, donc sélectionne une expression nominale, et ainsi de suite. Il y a une question de définition du nœud qu'on crée par merge. On veut donner une étiquette à cette entité créée par chaque application de l'opération. Donc, il y a des algorithmes d'étiquetage qui ont été étudiés par plusieurs personnes, Chomsky, Cecchetto Donati, moi-même et beaucoup d'autres. En général, quoiqu'il y a des petites différences entre les différents algorithmes d'assignation des étiquettes, fondamentalement, ce qu'on observe est que l'élément qui sélectionne est celui qui donne l'étiquette à la structure. Donc, par exemple, si A est un verbe et B est un nom, rencontrer Marie se conforme, c'est un syntagme verbal, c'est une projection du verbe, parce que, évidemment, on aura affaire à une structure prédicative, on créera une structure prédicative. Donc, rencontrer Marie, ce sera un syntagme verbal déterminé, avec l'étiquette déterminée par l'algorithme d'étiquetage. Voilà donc comment les choses marchent. Nous partons du lexique, nous prenons un autre élément du lexique, donc ce livre, on aura formé une entité ici. Ensuite, on continue, on choisit dans le lexique un autre élément, lire par exemple, on formera la structure lire ce livre, et on pourra continuer, mettre un élément qui désigne le temps, ensuite le sujet. On aura obtenu une phrase complète, Marie va lire ce livre. Ensuite, cette structure sera assemblée avec un complémentaire, un élément comme que, qui a la capacité de transformer une phrase en un complément possible d'un verbe plus haut. Donc, ceci créera une phrase subordonnée qui pourra être sélectionnée par un verbe et on pourra continuer et obtenir une phrase complexe de ce type avec une principale et une subordonnée. À son tour, cette entité complexe pourra être le complément d'un verbe encore plus haut. Donc, François pense que, blablabla, on pourra voir tout le reste de la structure. Voilà la typologie des applications de l'assemblage selon la nature des éléments assemblés. En étudiant cet aspect, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il y a trois cas de figure. Fondamentalement, l'application la plus simple implique le fait de choisir deux éléments du lexique, par exemple la et fille, pour former l'entité la fille. Alors ce pas, en tant que tel, est le début nécessaire de toute dérivation, de toute phrase. Il faut toujours commencer par des éléments du lexique. C'est un pas qui, en tant que tel, n'est pas récursif, parce qu'on prend deux éléments du lexique et on forme quelque chose qui n'est pas une entité listée dans le lexique. On forme un syntagme, n'est-ce pas? Donc ça, c'est le pas initial, non récursif. Ensuite, le pas récursif, crucial, le numéro 2, consiste à mettre ensemble un syntagme déjà créé par merge avec un item choisi du lexique. Donc ce pas récursif a besoin d'un répositoire. Il faut
une sorte comment dire, de répositoire de mémoire temporaire, hein, où on peut mettre une structure qu'on a déjà créée par l'application de merge, qui peut être indéfiniment complexe, et la garder là, dans ce répositoire. Ensuite, aller au lexique, prendre un élément du lexique et continuer la dérivation d'une structure. Ce pas évidemment récursif, donc cette structure ainsi créée peut être mise dans le répositoire. Ensuite, nous pouvons repartir au lexique et prendre un autre élément et le combiner avec cette structure, et ainsi de suite. Donc cela permet la génération d'une infinité de structures. Puis il y a un troisième cas, un cas un peu plus complexe, où nous mettons ensemble deux syntagmes complexes. Par exemple, une structure sujet-prédicat. Le garçon voit la fille. Hein. Là, il faut avoir deux répositoires. Il faut pouvoir créer deux structures complexes, et ensuite l'opération de merge les prend et les met ensemble. Nous avons brièvement discuté la dernière fois le fait que dans les systèmes de communication animale, il semble y avoir une distinction cruciale à ce niveau. On trouve des formes rudimentaires de combinatoires. Hein. Par exemple, on a parlé des systèmes de communication de certains singes, Campbell, etc., etc. Et on a vu que ces systèmes permettent de mettre ensemble deux éléments, donc former des structures complexes, mais le système s'arrête là. Il n'y a pas de structure à 3, 4, 5 éléments. Dans ces structures à deux éléments, il y a un début d'interprétation compositionnelle, c'était la discussion de la semaine dernière, mais le système n'a pas la propriété fondamentale de la récursivité, qui ne se manifeste qu'au niveau de ce deuxième type d'application de merge. On pourrait dire, étant donné que le deuxième type, item syntagme, permet déjà d'engendrer une infinité de structures, pourquoi est-ce que les langues humaines ne se contentent pas de cela? Pourquoi veulent-elles aussi la possibilité de combiner deux syntagmes complets? On peut raisonner que ceci est dû au fait, entre autres, que comme la structure argumentale des phrases dans les langues naturelles peut spécifier plus qu'un argument, il y aura un argument interne, l'objet direct, mais aussi le sujet, éventuellement un objet indirect, etc. Un système comme deux permettrait de développer comme syntagme complexe un seul argument. Ensuite, tous les autres arguments seraient des points, pour ainsi dire, dans ce schéma. Donc, on pourrait utiliser des pronoms, éventuellement, pour exprimer les autres arguments. Si on veut exprimer des structures où différents arguments, par exemple un sujet, un objet, ont une structure complexe, il faut nécessairement faire ce troisième pas et avoir une structure, une règle qui permet de mettre ensemble de syntagmes complets. J'ai brièvement mentionné aussi la semaine passée le fait que peut-être ce type de schéma et de progression de complexité qu'on observe ici pourrait être utile aussi pour l'étude non seulement de la phylogénèse du langage, mais aussi de l'ontogénèse. Si on pense au développement du système de la production chez l'enfant, on sait qu'il y a une phase d'un mot, donc l'enfant ne produit qu'un mot. Donc fondamentalement, il n'y a pas de système combinatoire apparemment dans le système de la production. Puis il y a une phase qui n'est pas totalement bien définie, mais qui pour l'essentiel semble exister, qu'on appelle la phase des deux mots. La phase de deux mots pourrait correspondre à des configurations où l'enfant met ensemble deux items et il s'arrête là. Veut lolo, par exemple, faire dodo, ce genre de configuration. Et c'est simplement par la suite que le système de production permet d'avoir des formes de récursion qui correspondent aux deux degrés 2 et 3 de cette configuration. On peut envisager cette possibilité qui mérite d'être explorée, qui ouvre toutes sortes de problèmes. Par exemple, qu'est-ce qui se passe en compréhension? Est-ce que l'enfant qui produit uniquement un mot comprend uniquement des structures d'un mot, oui ou non? Là, il y a tout un vaste domaine d'expérimentation possible qui peut être ouvert par ce type de considération.
Voilà, donc nous avons merge, supposons que l'hypothèse soit correcte, et j'ai essayé d'illustrer dans plusieurs de mes enseignements dans les années précédentes le fait que merge, ou l'assemblage, aussi simple qu'il soit, peut être la cause, d'un certain point de vue, peut être la source de trois propriétés universelles du langage. Quand je dis propriété universelle du langage, je mentionne simplement une hypothèse empirique, c'est-à-dire nous n'avons pas trouvé de langue humaine qui viole cette propriété. Évidemment, comme toute hypothèse empirique, on peut montrer qu'elle est fausse, donc on peut trouver une langue qui a des propriétés différentes. Mais jusqu'au moment où on falsifie ce système, on peut penser que les langues, de manière générale, montrent ces caractéristiques. L'infinité, donc le pouvoir toujours ajouter quelque chose à une phrase. La hiérarchie, au-delà de l'organisation horizontale, la séquence des éléments, les langues utilisent une structure verticale, invisible. Ici, on repense à la belle phrase de Jean Perrin qu'on a discutée la semaine passée. Il y a une dimension invisible, mais qui joue un rôle explicatif fondamental pour comprendre ce qui se passe dans les structures linguistiques. Cette structure verticale hiérarchique est celle qui est représentée par les arbres qu'on vient de voir. Et puis, troisième propriété, le déplacement. Toutes les langues utilisent des phénomènes de déplacement qui veulent indiquer le fait qu'une expression linguistique peut être prononcée dans une position distincte de la position où elle est interprétée. Donc, par exemple, si vous pensez à la formation d'une question en français, quel livre veux-tu lire? N'est-ce pas? Quel livre se trouve en position initiale, mais il doit être interprété comme étant l'argument du verbe lire. Et ces deux éléments, quel livre et lire, peuvent être à une distance apparemment illimitée. Quel livre penses-tu que nous devrions lire, par exemple, etc. On peut augmenter cette distance. Ce type de propriété est utilisé systématiquement à travers les langues. Pas toutes les langues pour les mêmes constructions. Certaines langues, par exemple le chinois, ne l'utilisent pas pour la formation d'interrogatives, mais il y a quelques constructions dans toutes les langues qui utilisent cette propriété du déplacement. Alors, ces trois propriétés universelles sont strictement connectées et peuvent toutes être déduites de l'opération d'assemblage, de l'opération de merge. Alors, première question de l'infinité. Toutes les langues connues permettent des énoncés de 2, 3, 4, 5 mots. On peut toujours ajouter un élément, donc il n'est pas possible d'identifier l'élément le plus long, la phrase, l'énoncé le plus long d'une langue, n'est-ce pas? De plus, toutes les langues connues permettent d'assembler deux syntagmes complexes, par exemple en sujet complexe et en prédicat. Et donc l'assemblage récursif, dans sa forme complète, pour ainsi dire, y compris l'assemblage de syntagmes complexes, semble être une caractéristique universelle de langue. Si on peut repenser un instant à un débat auquel je fais référence dans le cours de l'année passée, il y a eu un débat il y a quelques années sur les propriétés d'une langue amazonienne, le Piraha, décrite par Dan Everett. Et Dan Everett a fait une observation qui semble être en relation avec ce qu'on est en train de dire ici. Mais c'est quand même une question assez différente. L'affirmation de Everett, entre autres, parmi les autres propriétés étranges qu'il a identifiées dans cette langue, il y a l'observation que, selon sa description, cette langue n'utilise pas des phrases subordonnées. Et il y a un débat qu'on a discuté dans le cours de l'année passée et sur lequel je ne reviendrai pas ici. Je voudrais quand même souligner que la question si une langue utilise ou n'utilise pas des phrases subordonnées est une question bien distincte de la question
si une langue utilise ou n'utilise pas de merge récursif. Si une langue n'a pas de merge récursif, sera limitée à des énoncés uniquement de 2 mots, ce qui n'est certainement pas le cas pour la langue en question. Il y a cette question intéressante, est-ce qu'il y a effectivement des langues où on n'utilise pas systématiquement des phrases subordonnées, ou en tout cas avec des limitations dans l'utilisation des phrases subordonnées? Ça, c'est possible. On avait laissé cette possibilité, en effet, ouverte. Le débat a commencé il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, mais il est toujours en cours. Mais c'est une question totalement différente par rapport à la question de savoir si toutes les langues utilisent merge récursif. Il est clair que même une langue comme le Pitara utilise merge récursif, en ce qu'elle n'est pas limitée à des énoncés de 2 mots, simplement. Ok, parlons un peu du deuxième point, organisation hiérarchique des structures. Donc, les énoncés se présentent à nos organes sensoriels comme des séquences d'éléments. Donc, par exemple, il y a des séquences de mots, n'est-ce pas? Pensez à une phrase écrite comme celle-ci, donc il y a un mot, ensuite un autre mot, etc., etc. Donc, il y a une séquence un peu comme des perles dans un collier. Donc ici, on a une organisation horizontale, mais cette organisation cache une organisation verticale, hiérarchique, qui est invisible à l'écrit, n'est-ce pas? Nous n'écrivons pas directement en dessinant des arbres. Fondamentalement non audible, quoique l'intonation parfois donne des éléments de l'articulation hiérarchique de la structure, mais c'est une caractérisation assez grossière de l'articulation verticale. En tout cas, cette structure verticale invisible et inaudible est en effet beaucoup plus importante que l'organisation linéaire, en ce qu'elle détermine toutes les propriétés formelles et interprétatives des phrases. En effet, tous les processus syntaxiques, morphosyntaxiques, le processus d'interface entre la syntaxe et la sémantique, tous ces processus, toutes ces règles font référence à la structure invisible plutôt qu'à la structure immédiatement perceptible déterminée par l'ordre linéaire. Parfois, la structure linéaire et la structure hiérarchique concordent, parfois elles divergent. Donc, il y a des cas où la précédence, la propriété hiérarchique de précéder quelque chose d'autre, et la prééminence hiérarchique ne correspondent pas. Et dans ce cas, c'est toujours la structuration hiérarchique qui l'emporte, qui a le rôle crucial. Essayons de voir quelques exemples pour illustrer cette propriété. Une simple règle morphosyntaxique qui, dans des langues comme le français ou les langues romanes, par exemple, mais aussi l'anglais dans une certaine mesure, la langue germanique, est manifestée dans presque la totalité des phrases, dans beaucoup de phrases en tout cas, et c'est l'accord sujet-verbe. L'accord est la condivision de certains traits de personnes et nombres entre une expression nominale et une expression verbale. Donc le garçon dit, ses amis sont, etc. Ce type de phénomène bien connu. L'accord est local, c'est-à-dire les éléments verbaux s'accordent avec une expression nominale qui est proche, qui est locale, en gros dans la même phrase simple. Par exemple, on ne trouve pas, en français, mais on ne trouve pas dans les langues du monde, des situations comme deux, où le sujet de la phrase principale déterminerait l'accord d'un verbe subordonné et le verbe de la phrase principale s'accorderait avec un sujet subordonné. On ne trouve pas ce genre de choses, de manière tout à fait systématique. Donc il y a une localité. On pourrait dire, il y a des cas apparemment d'accord non local. Prenons par exemple un cas bien connu d'accord, parce que les grammaires normatives du français insistent beaucoup sur ce point, qui est l'accord du participe passé. Là, on pourrait dire, mais c'est non local, parce que pensez à une phrase comme 3, les chaises que Pierre a dit que Jean a repeintes
Alors là, vous avez le participe qui s'accorde avec les chaises, mais ça se trouve à distance, une distance qui peut être illimitée, effectivement. Mais non, en effet, il faut décomposer ce type de configuration en un accord local plus le mouvement. Donc il y a quelque chose qui bouge, ici les chaises, qui part de la position d'objet direct du verbe peindre. Ensuite, il bouge, il détermine localement l'accord du participe passé, puis il continue le mouvement. Le mouvement peut continuer indéfiniment. Je reviendrai sur ces exemples, mais ceci, c'est pour répondre à une objection qui vient immédiatement à l'esprit. L'accord du participe passé est une règle locale, malgré les apparences. Mais quand la localité linéaire et la localité hiérarchique divergent, c'est toujours la localité hiérarchique qui gagne. Voyons des structures comme la suivante, en 3, la photo de ses amis est sur la table. Ici, le verbe s'accorde avec la photo, non pas avec ses amis, malgré le fait que ses amis est la structure nominale plus proche du point de vue linéaire, en effet, adjacente. Si on pense à la structure hiérarchique, on voit immédiatement ce qui se passe. L'accord du verbe se fait avec une expression nominale, appelée ici DP, disons syntagme nominal, determiner phrase, peu importe la catégorie, qui est locale en termes de configuration d'arbre. Donc il se trouve à une distance plus limitée en termes de configuration d'arbre. Ses amis est trop éloigné. En particulier ici, on voit l'utilisation d'une relation structurale qui a un impact énorme sur le fonctionnement des structures, qui est la relation de ces commandes, une relation structurale simple, mais qui est bâtie de certaines relations structurales extrêmement élémentaires et atomiques, si vous voulez, avec la définition suivante. Donc, nous disons en général qu'un élément alpha s'écommande à notre élément bêta quand alpha et bêta se trouvent dans cette configuration, ce qui veut dire que alpha est soumis à assemblage, à merge, avec un élément gamma, donc alpha et gamma forment une unité par merge, et gamma contient ou domine bêta. Donc ici, on a déjà créé une structure où bêta a été assemblée avec d'autres éléments jusqu'à créer la structure gamma. Quand ensuite gamma est merged et assemblé avec alpha, alpha s'écommande tout le contenu de gamma, y inclut bêta. Donc dans cette configuration, il suffit de regarder ça, nous avons cette relation de ces commandes qui est respectée, une relation introduite par Tanya Reinhardt dans sa thèse, et ça a été une découverte importante, une découverte formelle extrêmement importante, parce que ce type de relation régit pratiquement tout le fonctionnement de la syntaxe et de l'interface. Tout est fondé sur cette relation. Revenons un instant au cas de l'accord. Là, vous voyez que, étant donné la définition de ces commandes, le DP1, ce qui serait, selon la définition traditionnelle, le sujet de la phrase, s'écommande le verbe, n'est-ce pas, parce que DP1 est assemblé avec ce nœud-là qui contient le verbe être, tandis que ses amis de P2 n'est pas suffisamment proéminent dans la structure pour pouvoir déterminer l'accord du verbe, parce qu'il se trouve enchâssé à l'intérieur d'une structure plus large, ce qui fait que DP2 ne s'écommande pas. Donc si la sécommande est une condition nécessairement impliquée dans l'accord grammatical, on fait immédiatement la différence entre ces deux situations. Voilà, l'accord fonctionne comme ça systématiquement. Vous allez regarder d'autres langues, vous trouvez fondamentalement le même fonctionnement. Parfois, si vous lisez des textes, les journaux, si vous regardez des enregistrements de conversation, vous trouvez aussi des formes d'accords erronées, on pourrait dire, comme celle qui indiquait un prime.
la photo de tes amis sont ici. On trouve parfois des structures comme ça. Si nous réfléchissons, supposons, si j'ai produit une telle structure et puis je réfléchis un instant sur ce que j'ai dit, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que j'aurais dû dire est ici, n'est-ce pas? Néanmoins, on trouve ces erreurs. Dans la performance, donc dans l'utilisation, dans des situations concrètes de conversation, par exemple, l'utilisation de ma compétence grammaticale m'amène parfois, en créant des actes concrets de parole, à produire ce type d'erreur. Donc c'est un type d'erreur relativement probable. Et ce phénomène a été étudié en détail. Il y a une littérature énorme en psycholinguistique expérimentale. Un peu plus tard, Naama Friedman va beaucoup parler de psycholinguistique expérimentale dans le domaine de l'acquisition en particulier. Il y a en tout cas une littérature énorme sur l'adulte, sur l'enfant, etc., sur la production de ce type d'erreur. Donc il y a des effets clairs en performance de séquences linéaires, d'erreurs déterminées par les propriétés de la séquence linéaire. Et ces effets sont tout à fait clairs. Par exemple, dans un travail que j'avais fait il y a un peu de temps avec des psycholinguistes de l'Université de Genève, on avait observé un contraste minimal qui est possible en italien. L'italien, contrairement au français, admet une alternance apparemment libre entre l'ordre sujet-verbe et verbe-sujet. Donc vous pouvez dire des choses comme Jean arrive, mais aussi arrive Jean, parfaitement possible en italien, arriva Gianni. Okay? Donc on a essayé des exemples qui montrent cette alternance sujet-verbe ou verbe-sujet avec un sujet complexe, type le propriétaire des chats, par exemple. Et on a testé la production illicitée, donc dans des conditions expérimentales. On a demandé aux sujets expérimentaux d'accorder le verbe. Donc on leur indiquait une phrase comme « il padrone dei gatti » et puis le verbe non fléchi, arrivare, arriver dans sa forme non fléchie. On demandait de fléchir le verbe en mettant aussi un peu de pression, de telle manière que le locuteur soit forcé, soit induit à l'erreur plus facilement. Ce qu'on a observé est que dans l'ordre sujet-verbe, on arrivait à environ 5% d'erreurs d'accord. Donc 5% avec l'accord erroné avec chat plutôt qu'avec le nom-tête du synonyme nominal sujet. Tandis que quand on avait l'ordre verbe-sujet, arriva il padrone dei gatti, on avait beaucoup moins d'erreurs, moins que 2%. On n'a jamais zéro comme erreur, n'est-ce pas? Parce qu'on peut toujours se tromper, surtout si on met un peu de pression sur nos sujets expérimentaux. Mais nous sommes au niveau ici de bruit de fond, donc des erreurs qui sont toujours observées. Tandis que là, le différentiel entre ces deux indique qu'il y a en effet des phénomènes d'ordre linéaire en performance. Alors, comment interpréter ces effets? Parfois, ces effets ont été interprétés de manière assez radicale. Par exemple, certaines psycholinguistes, comme les auteurs de cet article « How Hierarchical is Language Use », construisent beaucoup une argumentation donne beaucoup d'importance, disons, à ce type d'erreur, et ils disent des choses comme « The psychological reality of hierarchical sentence structure is commonly taken for granted. We argue that in contrast, sequential structure is more fundamental to language use. We argue that hierarchical structure is rarely, if ever, needed to explain how language is used in practice. » Voilà, donc l'idée ici est que, en effet, peut-être les phrases complexes dont les linguistes parlent manifestent bien une structure hiérarchique, mais les gens parlent de manière plus simple. Les gens parlent en utilisant simplement des structures simples où les considérations linéaires sont suffisantes. Ça, c'est un argument qui est assez fréquemment donné. Mais est-ce que des conclusions aussi radicales sont justifiées? Est-ce que sur la base de cette probabilité d'erreur qu'on a observée, on peut arriver
à des conclusions aussi radicales. Personnellement, je ne crois pas. En effet, en regardant par exemple les données de l'expérience en italien que j'ai citée, il faut comparer 95% d'accords corrects dans la structure sujet-verbe à 5% d'accords, d'erreurs d'accords, n'est-ce pas? Donc il est tout à fait clair que dans la grande majorité des cas, l'accord est fait correctement et sur une base hiérarchique. Donc les travaux expérimentaux sur la performance montrent, première chose, que les effets linéaires sont réels, non négligeables, 5% d'erreur par rapport à 2%, mais le facteur prépondérant, de loin, est l'organisation hiérarchique qui détermine 95% des cas d'accords illicités. Donc même pour un phénomène aussi simple que l'accord sujet-verbe, qui est présent dans certaines langues, pratiquement dans toutes les phrases de la langue, il faut nécessairement faire appel à l'organisation hiérarchique. Dans ces travaux avec les psycholinguistes genevois, nous avons comparé trois types de situations. Une situation où l'élément avec le nombre pluriel qui pourrait déterminer un problème d'accord n'intervient ni linéairement ni hiérarchiquement entre le sujet et le verbe. Donc le propriétaire sort les chats, par exemple. Et là, on a trouvé pratiquement cette quantité d'erreurs style bruit de fond, pratiquement pas d'erreurs. Ensuite, des cas d'intervention linéaire, mais non hiérarchique, non pas en termes de ces commandes. Et là, nous avons trouvé environ 5% d'erreurs. Donc, le propriétaire des chats sort 5% de structure erronée. Ensuite, on a comparé ça avec des cas où l'élément intervenant, l'objet par exemple, objet critique possible dans les langues romanes, intervient et linéairement et hiérarchiquement. Et dans ce cas, on a observé que l'intervention linéaire et hiérarchique détermine environ le double des erreurs d'accord qu'on avait observées dans le cas d'une intervention purement linéaire. Donc, la probabilité d'erreur en performance est modulée par des propriétés hiérarchiques, comme celles que nous avons considérées, et fondamentalement par la sécommande. Vous voyez que dans le cas où l'objet se trouve en position objet, il n'y a aucune forme d'intervention. Dans le cas où l'élément intervenant est un complément prépositionnel du sujet, il y a une intervention purement linéaire, mais non pas hiérarchique. Tandis que dans le cas où l'objet est cliticité, pronominalisé, exprimé par un clitique, le propriétaire l'essor, nous avons intervention et linéaire et hiérarchique, ce qui détermine ce taux d'erreur plus important. Comme on l'a vu, on a fait une sorte de méta-analyse en prenant les résultats des différentes expériences, et on trouve toujours que quand il n'y a pas d'intervention, il n'y a pratiquement pas d'erreur. Quand il y a une intervention purement en termes de précédence, on a des erreurs d'environ 5%. Quand il y a une intervention hiérarchique en termes de ces commandes, la probabilité d'erreur double au moins, donc nous sommes aux alentours de 10%. Puis il y a aussi d'autres cas où les choses sont encore plus complexes. Mais en tout cas, on voit très bien ici, même en performance, le rôle possible et même réel des structures hiérarchiques. On peut étendre cette analyse, par exemple, on l'a étendue de la manière suivante. On a comparé des cas où l'élément intervenant entre un syntagme nominal sujet et le verbe est un clitique objet direct et un clitique, donc un pronom faible, objet indirect. Donc le costume les a transformés, le costume leur a plu. Dans les deux cas, il y a un élément intervenant qui a un nombre pluriel, donc on peut s'attendre à une interférence sur l'accord au singulier, mais on trouve une différence entre les deux cas. Tandis que dans ce travail cité ici, nous avons trouvé 11%
d'erreur dans la production de l'accord dans le cas de l'objet direct, nous avons un pourcentage d'erreur moins important, 5%, dans le cas du datif. Pourquoi y aurait-il une telle différence? Une interprétation possible est que, comme les datifs sont normalement exprimés par un syntagme prépositionnel à quelqu'un, n'est-ce pas, on peut penser que cette structure prépositionnelle est gardée aussi dans la configuration clitique quand le pronom est cliticisé au verbe, que donc on a affaire à des représentations de ce type. Le costume leur a plu, où leur se trouve à l'intérieur d'une sorte de structure prépositionnelle, ce qui fait qu'il n'intervient qu'en termes linéaires et non pas en termes hiérarchiques, tandis que le clitique objet direct, le clitique accusatif, interviendrait en termes hiérarchiques, évidemment, n'ayant pas cette structure supplémentaire qui l'accompagne. Voilà, donc conclusion sur ces phénomènes. Les structures syntaxiques sont organisées hiérarchiquement. Les phénomènes morphosyntaxiques d'accord sont sensibles à l'organisation hiérarchique, qui est exploitée non seulement pour l'articulation de structures très complexes, mais aussi pour des configurations morphosyntaxiques très élémentaires qui sont attestées même dans les phrases les plus simples, comme l'accord. Des données expérimentales, comme c'est les données que nous avons revisées, montrent que le système de performance sont parfois sensibles à des effets linéaires. Alors pourquoi on a de tels effets si l'organisation est fondamentalement hiérarchique? On peut penser que la prééminence linéaire exprimée en termes de précédence et la prééminence hiérarchique exprimée en termes de ces commandes vont souvent ensemble. Par exemple, le sujet typiquement précède l'objet et le sujet sécommande l'objet, n'est-ce pas? Il y a toutes sortes de raisons pour montrer à travers les langues du monde que le sujet est plus prééminent que l'objet, et ceci correspond à l'ordre linéaire, au fait que le sujet typiquement précède l'objet. Donc on trouve souvent que la prééminence linéaire et hiérarchique vont ensemble, mais pas nécessairement, pas toujours. Les systèmes de performance qui opèrent sous de fortes contraintes temporelles peuvent occasionnellement prendre la précédence comme un indice de la prééminence hiérarchique, ce qui peut déterminer un certain taux d'erreur. Donc c'est pris comme un cue, comme une sorte d'indice de prééminence, la précédence, et ceci peut déterminer, dans certains cas, des erreurs, mais dans les contextes où précédence et hiérarchie ne s'accordent pas, la production est correcte à 95% des données expérimentales. Donc la hiérarchie est le facteur fondamental, même en performance. Et la fréquence des erreurs de performance est modulée sur la base de la nature de l'intervention. Nous avons que l'intervention hiérarchique, comme on l'a vu dans les cas des critiques, détermine plus d'erreurs que la simple intervention linéaire. Voilà une petite question sur laquelle on reviendra de manière plus détaillée en parlant de mouvement la prochaine fois. Dans la même série d'expériences, nous avons aussi comparé en performance le comportement de ces deux types de phrases 1 et 2 qui diffèrent structurellement malgré une similarité considérable en termes de séquence de catégories, n'est-ce pas? Réfléchissez un instant à ces exemples. Phrase complément. Jean dit aux patientes que le médicament guérit. Donc Jean dit aux patientes, le verbe dire prend deux compléments, dire quelque chose à quelqu'un, et le quelque chose est indiqué par une phrase complément, que le médicament guérit, avec un objet nul générique, n'est-ce pas? Guérit les gens, quelque chose comme ça. Deuxième type de phrase, on change le verbe. Jean parle aux patientes que le médicament guérit. Ici,
on a changé le verbe, et ceci détermine une différence structurelle importante, c'est-à-dire la phrase introduite par que n'est pas un complément du verbe, mais c'est une phrase relative qui modifie le nom patiente, donc parle certaines patientes, c'est-à-dire les patientes que le médicament guérit. On a regardé donc dans ce deux types de structures la présence d'erreurs d'accords en faisant le test habituel de production illicitée d'accords, donc en donnant la forme non fléchie du verbe guérir et en regardant ce qui se passe. Ce qu'on a obtenu est un très fort contraste entre les deux cas, tandis que dans le cas de la phrase complément, nous avons la possibilité d'avoir guérisse pratiquement à zéro, moins que 2%, donc notre bruit de fond. Dans le cas de la phrase relative, la probabilité d'erreur, donc la probabilité d'avoir quelque chose comme « j'en parle aux patientes que le médicament guérisse », ça monte significativement. Donc pourquoi y a-t-il une telle différence entre ces deux structures? Remarquez que la raison d'être du puzzle est que dans les deux cas, si on ne regarde que la position de surface, le terme pluriel qui pourrait interférer sur l'accord se trouve en dehors de la configuration sujet-prédicat, se trouve en dehors de la phrase subordonnée. Et il se trouve dans la phrase principale, n'est-ce pas? Donc, comment cet élément peut avoir un impact si clair dans le cadre de la structure relative? On reviendra là-dessus la semaine prochaine en parlant du mouvement, mais on peut imaginer que déjà que ce qui se passe est que comme il y a dans le cadre de la structure relative un mouvement de la position objet du verbe guérir, vraisemblablement par une position intermédiaire, en quelque sens abstrait, le terme patiente est présent dans la structure subordonnée, étant donné cette propriété dérivationnelle, tandis que dans le cas de la structure de la phrase complément, tout simplement patiente n'a jamais rien à voir avec la structure subordonnée, et donc il ne détermine pas d'erreur d'interférence. On essaiera de compléter cet argument de façon précise la prochaine fois en parlant des phénomènes d'accord, des phénomènes de mouvement et comment les phénomènes de mouvement interagissent avec les phénomènes d'accord. Pour le moment, gardons ce petit puzzle à l'esprit. Alors, je disais que les trois propriétés, infinité, hiérarchie et mouvement, sont des conséquences de merge, sont des conséquences du fait que le phénomène fondamental d'assemblage est cette opération binaire de merge. On voit tout de suite pourquoi c'est le cas, n'est-ce pas? Si on veut assembler, créer une structure à plusieurs mots, une phrase comme Marie va acheter un livre, on ne peut pas le faire d'un seul coup, on ne peut pas le faire directement. Il faut, si l'opération ne prend que deux éléments, si merge n'est fondamentalement que binaire, hein, on ne peut que procéder pas à pas de cette manière et donc construire une structure ayant les caractéristiques que nous avons observées. Donc, la nature hiérarchique de représentation découle immédiatement de merge binaire. On pourrait dire, d'accord, mais comme ça, la question qui se pose est pourquoi merge binaire? Pourquoi ne pourrait-on pas avoir un processus d'assemblage NR plus complexe, n'est-ce pas? Il y a déjà plusieurs décennies, Richard Kane, que vous avez entendu, ceux parmi vous qui ont suivi ce cours l'année passée ont eu l'opportunité d'entendre un séminaire qu'il a donné. Donc Richard Kane avait montré que les structures syntaxiques sont fondamentalement binaires, comme observation empirique, bien avant de discuter de merge ou d'autres propriétés. En d'autres termes, par exemple, une structure a plusieurs arguments, supposons une structure sujet, verbe, objet, n'a pas
une configuration ternaire comme celle-ci, mais à une configuration binaire où le verbe et l'objet direct forment un constituant, forment le prédicat qui s'oppose au sujet. En d'autres termes, ça c'est la structure d'Aristote fondamentalement. La structure proposée par Aristote fondamentalement est correcte. Et Kane a montré cela sur une base empirique extrêmement détaillée dans son livre Connectedness and Binary Branching. Il y a toutes sortes de phénomènes qui montrent qu'il y a une asymétrie entre sujet et objet, en ce que le sujet se commande asymétriquement l'objet, ce qui est visible dans cette structure. Mais si on adoptait cette structure, on ne pourrait pas effectivement s'attendre à une asymétrie sujet-objet, parce que et le sujet se commanderait l'objet et vice-versa, si on pouvait avoir des structures ternaires de ce type. Un exemple extrêmement simple qui montre cela, pensez à l'interprétation d'une phrase comme « personne n'aime son boss ». Là, une interprétation possible est celle où « son » s'interprète comme une variable liée par l'expression quantifiée personne, n'est-ce pas? La phrase peut vouloir dire son, c'est-à-dire de Jean. On parle de Jean, personne n'aime le boss de Jean. Ça, c'est possible, évidemment. Mais une autre interprétation, peut-être la plus naturelle, si on regarde cette phrase hors de contexte, est que son s'interprète comme une variable liée par l'opérateur personne. Donc, l'interprétation de la phrase est il n'y a aucun x tel que X aime le boss de X, fondamentalement. Donc, il y a une pluralité potentielle de boss par rapport à une pluralité potentielle d'individus. Eh bien, si vous déplacez ces deux éléments, et donc vous mettez son boss en position sujet et personne en position objet, cette interprétation disparaît complètement. Pensez à son boss n'aime personne. C'est une phrase possible, bien sûr, hein, mais ça veut dire le boss de Jean, dont j'ai parlé avant, a cette propriété de n'aimer personne. Ça ne peut pas du tout vouloir dire pour aucun X, le boss de X n'aime X, fondamentalement. Donc, cette propriété, la possibilité d'interpréter un possessif, par exemple, comme une variable liée, est sensible à ces commandes, et cela implique une structure asymétrique entre sujet et objet de ce type. Autrement, on ne s'attendrait pas à une différence de cette sorte. Même chose pour le fait que le sujet peut lier un objet. Par exemple, on peut avoir un réfléchi en position objet lié par le sujet. John loves himself, mais non pas le contraire. Himself loves John. Totalement impossible, évidemment. Donc l'objet ne peut pas légitimer un réfléchi en position sujet, totalement impossible. Donc, il y a des structures asymétriques de cette sorte. On peut donner ce type d'argument dans une série de cas. Je parlerai de cela la prochaine fois, sur la construction à double objet. Mais donc, on peut dire, on reviendra sur ces questions, on peut dire d'accord, les structures sont binaires. Pourquoi sont-elles binaires? Maintenant, on peut dire parce que merge est une opération binaire. Mais pourquoi on choisit merge binaire plutôt que des alternatives possibles? Pourrait-on concevoir une opération d'assemblage NR où on prend directement plusieurs éléments et on donne en sortie de cette opération une seule structure. Une manière possible de raisonner, c'est que l'assemblage binaire est la forme la plus simple de cette opération qui permet de faire ce qu'il faut faire avec le langage, c'est-à-dire de mettre ensemble deux mots. Merge unaire qui recevrait un seul élément et qui donnerait en sortie un seul élément. Évidemment, on n'a pas cette possibilité. Il pourrait faire toutes sortes d'autres choses, mais il n'a pas la possibilité de mettre ensemble deux mots. Donc, merge binaire, c'est la plus simple des formes possibles de cette opération qui permet de créer des structures de plusieurs mots, fondamentalement. En quel sens
l'assemblage binaire est plus simple que l'assemblage NR? Tout simplement parce que si on pense à l'assemblage comme un mécanisme de cette sorte, il n'aura besoin que de 2 positions de mémoire pour fonctionner dans le cas de l'assemblage binaire, tandis qu'il aurait besoin d'N positions de mémoire pour fonctionner dans le cas de l'assemblage NR. Donc en faisant l'hypothèse, encore une fois, que le langage adopte les moyens les plus simples pour obtenir certains résultats, on peut motiver de cette manière le fait que nous observons que l'assemblage est fondamentalement binaire, parce que c'est l'opération la plus simple, et ce qui nous permet de comprendre immédiatement l'observation de Kane, l'observation cruciale et détaillée de Kane, que toutes les structures sont binaires, fondamentalement. Les arbres syntaxiques ont des caractéristiques binaires. Alors, notons tout simplement, pour conclure pour aujourd'hui, que Chris Collins a fait l'observation que l'idée que merge est binaire, donc les arbres sont binaires, hein, a aussi des conséquences intéressantes pour l'apprenabilité, pour le fait que les enfants arrivent à apprendre la langue rapidement, facilement. L'observation de Collins est la suivante. Si nous comparons un système qui permet des arbres NR, donc étant donné 4 mots par exemple, permet un arbre où les 4 mots dépendent directement d'une mère, pour ainsi dire, et puis toutes sortes d'autres arbres possibles, et les arbres binaires, on voit qu'il y a beaucoup moins d'arbres binaires possibles que d'arbres NR. En particulier, si nous avons 4 mots, nous avons plusieurs possibilités qui se réduisent considérablement si merge est une opération binaire. Donc, on voit la série d'arbres associables, étant donné 1 mot, 2 mots, 3 mots, 4 mots, 5 mots, etc., associables à chaque choix d'un nombre déterminé de mots. Et vous voyez clairement que la croissance des arbres binaires croît beaucoup moins que la croissance des arbres NR, n'est-ce pas? Par exemple, déjà à 4 mots, il y aura 5 arbres binaires possibles, c'est le cas qu'on vient de voir, c'est-à-dire qu'il y aura 11 arbres NR. Si nous prenons par exemple 10 mots, il y aura moins que 5000 arbres NR, mais déjà plus que 100 000 arbres NR. Donc il y a un nombre d'arbres beaucoup plus grand qui serait associé à un nombre déterminé de mots. Donc le type de raisonnement que Collins fait, c'est de dire une chose que l'enfant doit apprendre quand il apprend la langue, et il entend des séquences de mots fondamentalement, c'est de pouvoir associer le bon arbre, l'arbre avec la bonne interprétation à la séquence de mots qu'il entend. Alors si, en quelque sorte, l'enfant fait l'hypothèse que merge binaire est le type d'assemblage qui est utilisé, il sera confronté à une beaucoup moins grande prolifération de possibilités que s'il faisait l'hypothèse que merge est une opération NR. Donc de ce point de vue, le caractère binaire de merge, motivé indépendamment par des questions de simplicité, donne aussi un avantage au niveau de l'apprenabilité des structures. Voilà, je m'arrêterai là, comme ça on aura le temps de faire la transition pour le séminaire de Nahama Friedman. Et la semaine prochaine, il n'y aura pas de cours, hein, donc le prochain cours sera le 6 juin. On reprendra tous ces thèmes. Merci.